Alors, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont dans nos locaux au 3700 A, boulevard Saint-Laurent, et puis à vous qui êtes chez vous, dans votre librairie, dans votre bibliothèque, derrière votre écran d'ordinateur. Alors, nous sommes très heureux ce matin d'accueillir nos compères, nos amis, on ne sait plus comment les appeler, Yara et Rodney, la fine équipe de Mémoire d'Encrier. Si vous ne le savez pas encore, cette superbe maison d'édition fête cette année ses 20 ans. Et nous avons pensé, outre les activités qui vont avoir lieu en librairie, que ce serait intéressant qu'ils puissent, pendant 1 heure, vous raconter leur catalogue, vous raconter qui ils sont, ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils pensent que l'avenir de leur maison va être, parce qu'on espère, peut-être pas moi, mais que dans 20 ans, vous serez encore là pour parler des 40 ans de Mémoire d'Encrier. Alors, Rodney, Yara, je vous souhaite tout de suite la parole. Je m'éclipse. Merci beaucoup. Merci à vous, toutes et tous. Et c'est un peu difficile de parler de 20 ans. C'est comme si, à la fois, ça nous rajeunit, avoir 20 ans, à la fois, ça nous vieillit, parce qu'on a commencé quelque part. Donc, mais ça fait du bien d'avoir 20 ans. C'est 20 ans d'amitié, 20 ans de doute. Mais 20 ans où on a essayé de creuser une histoire. Moi, je suis venu d'Haïti. Quand je suis arrivé ici, j'étais un peu troublé par un certain nombre de mots comme minorité visible, comme... J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le discours social qu'il fallait rectifier. Et quand je suis arrivé ici, et puis tout se passait pratiquement sur le plateau Mont-Royal. J'observais. Avant, j'ai étudié à l'Université Laval. Donc, quand je me suis tout de suite senti chez moi ici, mais j'étais un petit peu en retrait en disant où est l'imaginaire de tout ce que je représente, comment circule Jacques Roumain, comment circule en fait les livres africains ici, comment circulent les livres caraïbéens. Et l'idée, c'est pas que le monde ne circulait pas ici, c'était quelle relation entre ici et ailleurs. Quelle est l'articulation monde, en fait, à partir d'ici. Donc, c'est tout de suite, j'ai pensé qu'il manquait quelque chose à la relation. Donc, c'était peut-être j'avais pensé, comment établir une relation avec le monde en étant d'ici, c'est-à-dire le monde passe d'ici. D'ici, on peut regarder le monde. Quand je suis revenu là de Marrakech, et on m'a considéré comme un parfait Québécois qui regarde le monde. Et pourtant, de là-bas, on dit, j'ai participé au premier salon du livre africain. Et j'aime beaucoup cette posture-là. Donc, et c'est le livre qui nous le permet, étant d'ici, et avoir un regard sur le monde. Et c'est drôle parce que même quand je publie un auteur comme Charles Mills, Le contrat racial, et puis j'ai l'impression que les gens voient ça comme si Charles Mills était québécois, parce que c'est un livre qui vient du Québec. Et ce qui est beau, c'est que toute la France attend ce livre. Ils disent, mais pourquoi le Québec? J'ai dit, mais parce que c'est québécois. Vous l'aurez après, parce que quand c'est français, ils l'ont avant, et puis 1 mois ou 2, on l'a ici. Donc, c'est pareil, c'est pratiquement la même chose. Et je pense qu'il y a ce renversement, d'abord, au niveau de la pensée, que ce n'est pas le petit Québec, c'est vraiment un ensemble d'imaginaires qui se mettent ensemble. Et la même chose arrive, par exemple, avec Felwine-Sarr, quand on publie comme Felwine-Sarr ici, qui est sénégalais, et puis les gens disent, ah, mais c'est Québec, hein? Est-ce que je peux avoir méditation africaine qui vient du Québec? Et ça, c'est quelque chose qui est très important grâce au livre. Au cours de ces 20 ans, c'est ce que Mémoire d'Encrier est en train de tisser
il y a comme une toile qu'on est en train de tisser. Ce matin, et je disais à Yara qu'on a publié un livre comme le Controverse cubaine, qui est le plus grand livre cubain, vraiment le plus grand livre cubain. J'étais allé faire une incursion, en fait, je dirais anthropologique, dans un tout inclus, parce que je pense que les gens qui détestent les tout inclus. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais non, je ne peux pas rester là avec des touristes, il faut que je respire. Donc, je suis sorti et j'ai été dans une petite ville cubaine et je lisais vraiment le contraire. Je lisais vraiment Controverse cubaine et je sortais de l'hôtel où j'étais enfermé, de ma prison dans mon tout inclus. Quand je suis arrivé dans la ville, la première, en fait, j'ai été dans un parc et en face d'un parc, il y avait une bibliothèque. Je suis rentré naturellement dans la bibliothèque. Le premier livre que j'ai vu, c'était Controverse cubaine. C'est-à-dire, pour vous montrer, vous entrez dans une bibliothèque, le premier livre sur lequel je suis tombé, c'était Controverse cubaine. Et quand ce livre a été produit, traduit à Montréal, c'était la première fois que ce livre était traduit et publié à Montréal. Il y a mon ami Jean Bernabé Martiniquais qui a dit, mais c'est étonnant que le plus grand livre cubain soit publié ici à Montréal. Et je pense que c'est ça, c'est un ensemble de couches d'histoire, un ensemble d'imaginaire et qui passe par Montréal. Et c'est pourquoi, et j'aime dire, parce que quand les gens me regardent en disant, bon, et que Mémoire d'un crié, c'est noir, Mémoire d'un crié, c'est autochtone, Mémoire d'un crié, c'est... Mémoire d'un crié, c'est tout ça, c'est une articulation d'un ensemble, d'un faisceau d'histoire, d'imaginaire, de mémoire, et c'est ce qui fait grandir, en fait, nos gestes éditoriaux. C'est pas simplement, en fait, si on est québécois, si on est québécois, on peut l'être. Si on est palestinien, on peut être. Si on est autochtone, on peut l'être. Si on est haïtien, on peut l'être. Mais ce qui est peut-être important, c'est de faire remonter toutes nos humanités et de voir quelle poétique de la relation que nos humanités peuvent entretenir entre elles. Peut-être ce qui est difficile, ce que les politiciens n'arrivent pas à faire pour faire dialoguer les imaginaires, pour faire dialoguer ce qui est différent. Et je pense que ce qu'on a essayé de faire, Yara, pendant ces 20 ans, c'est ça, faire dialoguer. Donc, librement, sans dire voilà comment parler et sans dire qui a raison. Et hier, je disais une chose, je vais le redire avant de te passer la parole. Si j'ai raison parce que je suis noir, c'est pas une raison. Si j'ai raison parce que je suis autochtone, c'est pas une raison. J'aurais aimé que vous disiez que Rodney a raison parce qu'il a une intelligence du monde qu'il partage avec nous. Et là, j'aurais compris, et là, on peut continuer la conversation. Effectivement, on combat le racisme, mais ce n'est pas pour instituer le racisme, c'est pour pouvoir dialoguer ensemble. Et c'est ce que font les imaginaires que l'on met en présence. J'ai préparé la table. Je vais laisser la parole à Madame Yara El-Gadban. Bon, merci Rodney. Moi, en fait, j'ai commencé avec Mémoire d'Encrier en 2011, d'abord comme autrice. Et dès le début, je me suis impliquée dans le comité de lecture. Et c'est parce que je trouvais dans cette maison-là, et d'ailleurs j'en parle, j'en profite pour quand même en parler, parce que pour les 20 ans, Mémoire d'Encrier a préparé un petit cadeau pour les libraires et les bibliothécaires, un livret célébrant les 20 ans de Mémoire d'Encrier. Donc, c'est une belle introduction. Et dans ce livre-là, Rodney m'a donné un défi. Il m'a dit, bon, c'est difficile quand on dit qu'on a 20 ans, les gens pensent que c'est la fin de quelque chose. Donc, au contraire, il faut imaginer
l'avenir. Donc, il m'a demandé d'imaginer Mémoire d'Encrier en 2050. Donc, pour vous dire que, et moi, j'aurais mis même en 2150, mais bon, il ne faut pas exagérer, ça c'est mon exagération d'arabe. Donc, et la première chose, la première phrase qui m'est venue en tête, c'était pour dire que je cherchais mon visage dans les livres et puis je ne le trouvais pas jusqu'au jour où j'ai ouvert un livre de Mémoire d'Encrier. Donc, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment-là. Et ce qui est beau, quand je dis mon visage, justement pour faire écho à ce que dit Rodney, ce n'est pas nécessairement mon visage d'arabe. C'est mon visage de quelqu'un qui, en fait, a été confronté au monde, à des expériences, à l'exil, à des langues, à des choses comme ça. Et c'est le cas de milliers et de milliers de Québécois et de Québécoises. Peu importe la couleur de leur peau. Donc, moi, j'aime beaucoup dire que je connais plein d'amis québécois, en fait, qui parlent plus de langues que moi. C'est facile, ils sont tous anthropologues. Mais quand même, quand, par exemple, je pense à quelqu'un comme l'anthropologue Gilles Bébeau, qui a publié chez nous Les Autochtones et qui parle 12 langues, dont 5 ou 6 langues africaines. Mais ça, c'est le Québec aussi. Donc, et ce qui est beau avec Mémoire d'Encrier, et on se disait ça tout à l'heure pour préparer notre speech, je disais, mais il y a peut-être seulement chez Mémoire d'Encrier où Gilles Bébeau peut écrire en fait un essai sur les Autochtones dans lequel il se met en dialogue avec Anantane Capèche, avec Joséphine Bacon, avec Dali Giraud, avec Naomi Fontaine, et en même temps avec Charles Mills. Donc, toutes ces voix, toutes ces expériences du monde qui se retrouvent chez Mémoire d'Encrier. Et pour moi, je considère c'est une immense chance de pouvoir éditer ces livres-là. Et peut-être la chose, on se disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va raconter à nos amis les libraires? Et Rodney me disait, mais ils nous connaissent, hein? Ça fait quand même 20 ans qu'on est là, on ne va pas commencer à leur apprendre c'est quoi Mémoire d'Encrier, mais par contre, on va entrer peut-être en dialogue avec les libraires. On est en train de travailler justement, on est toujours en train de pousser les limites. On essaie de pousser les limites à Mémoire d'Encrier, même nos limites, nous. Et j'aime beaucoup, il y a un mot qui dit, que Rodney dit quand on lui pose la question comment on choisit les manuscrits. C'est qu'on choisit les manuscrits quand on sent que le texte a quelque chose à nous apprendre, qu'il y a une intelligence dans le texte qui est plus grande que notre intelligence à nous. Et je pense que c'est ça qui nous permet à chaque fois de repousser les limites. Et hier, on travaillait sur justement un résumé pour un roman qui va sortir à l'automne par une écrivaine zimbabwéenne que personne ne connaît en fait dans le monde francophone. Personne ne connaît. J'ai même fait, je suis très fière de moi parce que j'ai pratiqué son nom pour l'avoir sans me tromper, Titi Dangaremba, et je suis maintenant l'experte du nom. C'est la seule qui l'écrit sans erreur. Et la question qu'on se posait, mais on aimerait bien que nos amis québécois nous aident, nos amis libraires nous aident à introduire cette voix importante, cette femme qui est une militante, engagée, et que quand j'ai lu son roman en anglais, j'ai fait tout de suite ça, j'étais comme, oh, j'ai jamais vu une narration comme ça. Je ne sais pas comment elle fait pour raconter, mais j'ai jamais vu une narration comme ça. Et ça, cet ébranlement, on aime le partager avec vous, avec les libraires, et on a besoin de vous. Soyez ébranlés avec nous parce que nous, on n'est pas des experts. On est ébranlés par les textes aussi. Et le défi, c'est justement comment dire que l'expérience d'une jeune femme au Zimbabwe, à Harare, est une expérience qui est aussi commune et universelle que l'expérience d'une jeune femme au Québec, qui essaye, qui a des rêves et qui se trouve constamment heurtée contre les murs de la société. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'elle est zimbabwéenne qu'il n'y a pas de lien. Et l'idée, c'est de traduire cette littérature-là, c'est de dire que cette littérature appartient aussi au Québec. Ces regards-là sur le monde appartiennent aussi au Québec. Donc, James Baldwin, quand on a Melika Abdelmoumen, qui à la fois entre en dialogue avec Styron, entre en dialogue avec James Baldwin,
Mais ça, il n'y a qu'au Québec qu'on trouve ça maintenant. Grâce au travail que Mémoire d'Encrier fait, et maintenant de plus en plus d'autres maisons d'édition qui le font. On ne va pas quand même monopoliser la chose. Le monde. Monopoliser le monde. mais je pense que c'est ça le défi, c'est de continuer, et j'ai très peur, je suis toujours en train de dire à Rodney, j'ai très peur qu'on arrive à un moment où on est confortable. Je ne veux pas qu'on soit confortable. On est peut-être un peu masochiste, mais je pense que le jour où on deviendra trop confortable avec nos vérités, avec nos catalogues, avec même notre catalogue, avec nos choix d'auteurs, et c'est le moment où il faut se poser des questions. Parce que l'idée, c'est qu'un jour, Mémoire d'Encrier devient quelque chose qui dépasse Rodney Saint-Éloi, qui dépasse tous les auteurs qui existent aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien, dans 20 ans, 30 ans, être à votre place et puis écouter quelqu'un parler de la maison d'édition et je me dis, wow, je ne savais pas. Oh, mon Dieu, c'est extraordinaire ce qui se passe. Waouh, je suis complètement... Et je pense que c'est ça le défi. Et ça, il n'y a qu'avec nos partenaires, les libraires, qu'on peut le faire. Donc, j'aimerais vous dire merci parce que vous nous avez accompagnés depuis 20 ans. Et j'espère que vous allez nous accompagner. On ne va pas être un vieux couple. On va continuer à grandir dans 20 ans. Non, mais c'est très bien de ce tremblement-là, en fait, évoqué par Yara est fondamental dans nos choix. Et puis, quand on peut parler de maison vide, par exemple, un texte qui nous a beaucoup bouleversé, un texte assez bouleversant de Brenda Navarro. Et comme boutade, à chaque fois, et qu'on est en train on a aussi à l'intérieur de Mémoire d'Encrier beaucoup de gens qui travaillent. Je vois là Camille Carrier-Bello. Et souvent, on a des difficultés sur les noms des auteurs et des autrices qu'on publie. Une fois, il y a quelqu'un qui travaillait chez nous qui disait « Mais c'est beau le livre, mais comment est-ce que moi je vais prononcer ce nom-là » J'ai dit « Mais on apprend. C'est simple. Il y a tellement de noms dans le monde. C'est le premier respect, c'est d'apprendre. C'est le premier geste d'altérité et être à l'écoute. Et si on veut être à l'écoute de l'autre, donc on doit simplement apprendre son nom. C'est-à-dire, c'est Tsitsi. Donc, on va répéter peut-être de façon mémoire Tsitsi. C'est plus... Dengaremba. Dengaremba. Vous Avec le G avant le D. Dengaremba. On apprend. Parce que même chez nous, c'était comme c'est difficile parce que c'est un exercice d'altérité. On apprend le Zimbabwe, on apprend, et c'est intéressant, on apprend le monde. Et finalement, cette posture d'apprentissage, finalement, nous met pas dans une posture de maître parce que nous ne possédons absolument rien, mais nous initions un dialogue dans la francophonie. Et ce que je disais à Yara ce matin, et c'est important par la traduction, comment nous publions des auteurs, nous sommes les seuls à pouvoir les publier. Nous sommes ici chez Diffusion Gallimard, mais des fois, il y a un journaliste qui m'a posé une question pour dire, mais ce que vous faites là, Gallimard ne peut pas le faire. Et puis j'ai dit, n'en déplaise à nos amis de Gallimard ici, j'ai dit, mais normal, les gestes que Mémoire d'Encrier fait, nous aimerions être les seuls à pouvoir les faire. Comme apprendre les noms des auteurs qu'on publie. Et dire aux libraires, c'est si. Est-ce que vous voyez? Parce que je pense que ce n'est pas simplement, quand on dit merci aux libraires, c'est parce que les libraires vraiment nous ont accompagnés. Parce qu'au début de notre histoire, et Yara Gadbon raconte souvent cette histoire que son livre était mis dans une librairie. On ne va pas citer le nom de la librairie, ce sont nos amis, les libraires. Un éditeur ne peut jamais dire du mal. On doit cacher nos pensées pour les libraires. On ne va jamais dire du mal des libraires. Donc, ce n'est pas possible ça. Donc, et Yara elle a eu, son ego était complètement écorché
quand elle est entrée dans une librairie, elle a vu que son livre était dans la catégorie littérature étrangère. Elle pensait qu'elle était québécoise, elle avait un passeport québécois. Et elle écrit pour dire ça, pour dire non, 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 je suis, etc. Donc son identité était vraiment froissée de voix, etc. Et quand on prononce son nom, c'était comme très difficile, très difficile. Et je pense qu'il y a un respect, qu'il y a une curiosité aussi chez les libraires, chez les bibliothécaires. Il y a plein de questions qu'on accueille à Mémoire d'Encrier, et c'est des questions qui nous font comprendre que nous existons malgré nos différences et nous pouvons rester en dialogue. Et donc, pendant ces 20 ans, ce que Mémoire d'Encrier a amené, c'est des corpus, mais plus que des livres, c'est une vibration nouvelle et qui fait qu'on est en train de creuser l'histoire de l'autre, l'histoire de l'altérité, c'est-à-dire d'autres vies que les nôtres, en regardant le monde de manière décomplexée, ni petit ni grand, avec des phrases qui constituent comme des slogans pour nous, quand en fait, et quand le grand poète palestinien dit « Aucun peuple n'est plus petit que son poème », et je le crois aussi pour le Québec. C'est-à-dire quand je vois la littérature québécoise, comment aujourd'hui elle est accueillie un peu partout, comment ça renvoie des signes au monde, comment ça rayonne. Et j'ai l'impression qu'il y a dans cette littérature-là des voix multiples. Une littérature, pour moi, en tant qu'écrivain, c'est un ensemble de voix, ce n'est pas une voix. Et quand je vois Naomi Fontaine, ce qu'est devenu Naomi Fontaine avec Kwesi Pan, et c'est là, donc il y a beaucoup de gens qui disent Kwesi Pan. Donc, vous voyez, donc, et là, on va publier Joséphine, c'est comment ça s'appelle? Mystico. L'arbre. L'arbre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va être bon, hein? Donc là, on essaie, on laisse entrer et la langue Innu, mais on laisse aussi entrer l'arbre. Parce que peut-être qu'un arbre nous manque, un arbre manque à chacun de nous. Donc, et ce qu'on est en train d'introduire aussi, c'est le dialogue, le regard sur des gens qui ont été souvent piétinés par une certaine histoire. Donc, il y a quelque part un renversement. Est-ce qu'on peut changer la perspective? Est-ce qu'on peut, grâce à la littérature, changer le regard sur les Premières Nations, changer le regard sur des gens racisés, bousculer un petit peu, ébranler un petit peu. Yara a parlé de confortable et rassurez-vous, Yara, je ne pense pas qu'on sera confortable. Non, non, la littérature, c'est un océan de tourments. C'est pas des fleuves tranquilles, c'est de grands... je pense qu'on est en train, on est dans des mémoires. Et souvent, c'est souvent des mémoires douloureuses qu'on est en train de pacifier. Donc, on est en train d'apaiser, c'est-à-dire simplement en entrant à l'intérieur de ces mémoires-là. On a publié un livre qui s'appelle le livre des enfants, Ninawas, moi l'enfant. Oui, ça me fait plaisir d'entendre que les gens disent Ninawas. Donc, moi l'enfant. Et quand on a parlé de ce livre, c'était intéressant pour nous parce qu'au même moment, on commence à parler des enfants disparus. Et donc, c'est comme si, voilà, sans le savoir, et puis le récit des enfants vivants recoupe le récit des morts. Voilà que les vivants, on ouvre une fenêtre sur les disparus, les enfants qu'on a dans les pensionnats et qu'on a assassinés. Et voilà qu'il y a des vivants, des enfants vivants qui témoignent. Et c'est ça. Et on a publié, et ça nous arrive, je ne sais pas si c'est le vaudou. Je parle au libraire parce qu'il y a du vaudou aussi dans la Mémoire d'Encrier. On a publié un livre, Émilie Prophète, Les villages de Dieu, et le livre marchait mollo, mollo, mollo. Et 9 mois après, il se trouve qu'il y a un président qui a été assassiné dans son lit. Et puis tout le monde se pose des questions, les Québécois partout se posent des questions. Donc, et puis, il y a un texte de Daniel Afegia qui disait
Moi, je ne sais pas grand-chose de ça, ne me posez pas de questions. Allez lire et que le livre Les villages de Dieu de Henry Prophète. Et les Québécois ont acheté peut-être 10 000 exemplaires de ce livre, ce qui n'est pas mal. Donc, j'aime beaucoup raconter cette histoire en France. C'est-à-dire que voilà comment l'histoire recoupe, en fait, la littérature recoupe les gestes politiques. Donc, et ça, c'est important. En fait, à mémoire d'un crier, on trouve ça. Je ne pense pas qu'à chaque fois qu'on publie un livre, il y a un président qui va mourir. On le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Un tyran. Mais il y a quelque chose de l'ordre. Ça veut dire que le monde est dans nos livres. Toutes les circonvolutions du monde se retrouvent dans nos livres. Ça veut dire dans nos vies, les réponses qu'on cherche dans nos vies, peut-être que ça se retrouve dans les livres. Et c'est peut-être ça, à mémoire d'en crier, et peut-être qu'on a un certain nombre de questions, et c'est les livres qui nous amènent les réponses, parce que j'étais un peu bouleversé, parce que je suis éduqué en lisant « Quand retourne au pays natal, au bout du petit matin, cette ville plate est allée, cette foule si criarde, si étonnamment passée à côté de son cri. » Je dansais en chantant, en lisant la poésie de Césaire. Je mangeais, je faisais tout en lisant la poésie de Césaire. Et puis j'ai rencontré Nadia Chanville, j'ai dit, mais je ne peux pas passer toute ma vie colonisée par Césaire. Chamoiseau, Confiant, Bernabé, il faut d'autres voix. Et quand je vois dans une librairie, je passe dans les librairies, je vois Nadia Chanville, mon cœur bat vite. Et puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. C'est-à-dire que je pense qu'à Mémoire d'un cri, on fait attention pour ne pas devenir des dinosaures, pour ne pas rester dans les mêmes auteurs. Et c'est pourquoi vous allez être toujours dans l'étonnement. Ne vous attendez pas à ce qu'on publie toujours les mêmes auteurs, même si ça marche en librairie. Nous, on a besoin de ce tourment-là pour exister, Yara. Donc, ne t'en fais pas, ça ne va pas. Je n'en fais pas. Mais peut-être pour revenir à Nadia Chanville et cette idée de toujours, en fait, chercher ces voix-là qui nous étonnent et qui représentent pour nous un autre regard sur le monde. C'est-à-dire que Nadia écrit depuis la Martinique et le personnage principal, c'est un personnage transgenre. Mais à travers le roman, mais c'est dans une perspective proprement martiniquaise. Et donc, il n'y a pas simplement la question d'identité de genre, il y a aussi le rapport aux ancêtres, il y a aussi le rapport à l'histoire, il y a aussi le rapport, il y a une critique de la société. Et c'est vraiment, et quand je la lis, et quand on était en train d'essayer de construire un petit peu l'argumentaire autour du livre, et à un moment donné, ça m'a frappée parce qu'au départ, elle écrivait, puis on était beaucoup en dialogue avec elle, puis on ne comprenait pas trop ce qu'elle essayait de faire, et puis elle nous parlait. Et puis là, je me suis rendu compte, j'ai dit, Rodney, elle fait partie de la génération des milléniaux. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Là, vous, génération X, là, attention, il y a autre chose qui se passe, on a d'autres enjeux, on a une autre façon de voir le monde, on a une autre façon d'écrire, on a un autre regard de la Martinique. Toi, avec ton romantisme, Césaire et compagnie, non, il y a une autre Martinique, c'est la mienne, tu vois, comme femme féministe, militante, et qui a des amis qui sont complètement en train de faire éclater les notions de ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, dans une ville, dans un pays comme Martinique. Et c'est là que c'est, après ça, on commence à l'écouter. Et puis, le roman, en fait, nous a beaucoup plus appris, Rodney et moi, que nous, en tant qu'éditeurs, lui qui a lu tous les écrivains caribéens et tout ça. Mais en fait, on était dans une posture beaucoup plus d'apprentissage et d'écoute par rapport à Nadia. Et je dois dire que c'est l'une de mes grandes fiertés quand, comme ça, on participe à faire résonner ces voix-là. Parce que je sais que cette voix-là, elle va parler à ma fille, par exemple.
Ma fille peut me penser que je suis un dinosaure. Je lui montre Nadia Chanville. Elle est comme, OK, tu vois, je gagne ma légitimité. Je suis encore pertinente, même pour les jeunes de 20 ans. Donc, quand je pense, par exemple, et en même temps, avec ces voix-là qui entrent et qui sont toujours en train de nous ébranler, je pense justement, je vous donne un autre preview, le deuxième titre de Laurie Jean-Louis, Main d'œuvre, qui s'en vient ce printemps. Et voilà une autre poésie avec une autre voix. Et voilà que Laurie Jean-Louis écrit pour raconter en poésie l'expérience des travailleurs essentiels. Vous voyez, c'est ça, faire un poème avec les voix des travailleurs essentiels. Et c'est ça qui donne du sens, moi, à mon travail. Et je suis toujours tellement heureuse, je suis toujours excitée quand je parle de ces livres-là parce que je sais qu'est-ce que ça va créer comme expérience chez le libraire ou la libraire avec qui je parle. C'est comme si, viens, on va s'exciter ensemble. Donc, et en même temps, avec ces nouvelles voix, on a toujours un autre côté, on en parlait tout à l'heure, Rodney et moi, de déterrer, d'exhumer de l'histoire. Donc, quand on pense au contrat racial, ce livre qui, pendant 25 ans, a existé, a vendu 50 000 exemplaires en anglais, et puis c'est comme si le monde francophone n'avait aucune idée. Et comme par hasard, peut-être une semaine après avoir acheté les droits, tout à coup, une maison d'édition française se réveille, puis là, ils sont là, on veut acheter les droits. Non, trop tard, déjà vendu. Vous voyez? Je ne sais pas, mais ils ont, en tout cas, et c'était une grande maison d'édition. Et puis, on était très contents parce que justement, on était à l'écoute. Mais on était à l'écoute de qui? D'un jeune artiste hip-hop, historien qui s'appelle Webster. Et c'est ça, tu vois, c'est ça. Peut-être que quelqu'un d'autre leur dit, mais qu'est-ce que tu connais de la philosophie, toi? Bon, un livre qui t'a ébranlé, tant mieux. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de prendre au sérieux. Quand on voit un jeune homme noir qui a lu un livre qui dit « ce livre m'a ébranlé », et puis nous, c'est notre responsabilité comme éditeur d'être à l'écoute de cet ébranlement-là. Et puis évidemment, quand on a lu le livre, on s'est dit « mais bon, c'est pas un auteur canadien, donc il n'y a pas de subvention pour ça, il n'y a rien pour ça, c'est un risque total. Webster n'est pas traducteur, mais on s'est mis ensemble pour se dire, mais il faut que ça existe, il faut que ça soit nous, on ne peut pas donner ça aux Français, avec tout l'amour que nous avons pour les Français. Donc, c'est à la fois, il y a quelqu'un qui avait fait cette petite analyse, je pense que c'est notre directrice artistique, Julie Espinas, à qui on doit d'ailleurs tous le beau format nouveau, la nouvelle identité visuelle, et qui a dit, mémoire d'encrier, mémoire c'est l'histoire et l'encrier c'est l'avenir, c'est la création. Et c'est ça en fait, mémoire d'encrier. On a la mémoire, mais on a aussi l'encrier, on a toutes ces voix-là qui s'expriment. Et je pense que peut-être la seule chose qu'on demanderait aux libraires, restez avec nous pour garder ce dialogue-là entre l'histoire et l'avenir. Comptez sur nous. Merci. Mais on a envie de vous écouter. Peut-être, je sais, nos amis qui sont en ligne ne pourront peut-être pas poser des questions, je ne sais pas, mais si on aimerait entrer en dialogue avec vous et se taire et peut-être vous écouter, si vous avez des questions ou des commentaires. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi vos liens avec Présence africaine, mais je sais que vous parlez d'exhumer ou de réhabiliter des classiques ou de faire circuler des classiques au Québec. Mais Chick Ante Diop, je ne sais pas qu'est-ce que... Nous, on le fait venir d'Europe, mais ça me semble que ce serait le fun qu'il soit édité au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on a de très bons rapports avec Madame Diop, Suzanne Diop, qu'on a fait même venir avec le Festival international de littérature ici, elle m'a invité pour les 50 ans de Présence africaine à Dakar. Donc, on est amis. Je pense elle va avoir 100 ans ou bien elle a 98 ans. Wow. Je pense elle passe 2-3 fois par semaine à la rue des Écoles, à la maison d'édition. Et on a de très, très bons
mon rapport humain. On travaille beaucoup sur, tu sais, on travaille beaucoup sur le corpus de présence africaine. Mais c'est souvent, c'est pas si facile quand un éditeur a un trésor et puis de partager comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si vous me demandez de partager ton gâteau d'anniversaire. On a le même anniversaire, la même date d'anniversaire. Est-ce que vous voyez? Donc, on a la même date d'anniversaire et puis chacun écrit son petit nom à côté. Donc, c'est plutôt très, très difficile, mais on a beaucoup de respect pour le travail que fait Présence africaine, qui est un travail et qui ressemble beaucoup au travail que fait Mémoire d'Encrier. Et on est très, très aussi dans nos propres, je veux dire, dans nos propres ombres. Et dans nos propres ombres, on a besoin que l'identité de Mémoire d'Encrier soit d'abord comprise. On a besoin que notre cohérence soit d'abord très claire. La ligne de Mémoire d'Encrier soit d'abord très claire. On a peur de trop s'associer à des images très fortes. Présence africaine, c'est une image très forte. J'ai participé à la revue. Je connais bien Ronald Foncroy, qui est mon ami. On a notre propre rythme, et puis on est sur 2 continents très, très différents. On a essayé de faire des coéditions ensemble, mais c'est difficile. Ça n'a pas souvent marché, mais on est vraiment dans une très bonne relation. Effectivement, quand on était à Marrakech, au premier salon du livre africain, il y avait beaucoup de questions comme ça. Parce que ce que je me pose comme question, et souvent avec Yara, quand on a publié le contrat racial, c'est que il y a tellement de livres, nous sommes tellement en retard, on peut ne pas s'en rendre compte. Au niveau de la pensée, dans le monde francophone, on est très, 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 très en retard. Quand je lis, par exemple, Monique Orphée, La sirène de Black Conch, je me rends compte combien on est en retard, en fait, par rapport au grand courant littéraire, parce que en fait, c'est normal parce qu'il y a... Ou bien Tombé de Carlos Manuel Alvarez. Ou bien Alvarez. Tombé de Carlos Manuel Alvarez. Donc, effectivement, par rapport aux grandes littératures, aux grandes voix, que ce soit les voix cubaines, que ce soit les voix... Mais les voix, je veux dire décoloniales. Quand je dis décoloniales, c'est vraiment les voix qu'on ne nous a pas apprises à écouter. Donc, il y a un certain nombre de voix instituées qu'on nous dit « voici le monde », mais il y a un autre monde, en sous-bassement du monde, en contrebas, il y a un autre monde. Comme on dit en créole, « des mondes, gemon ». Donc, après ce monde-là, il y a un autre monde, mais on nous a donné un monde. On nous a dit « voilà comment le monde vit, voilà les êtres humains, voilà comment ils sont, voilà ce qu'il en est des livres ». Mais pourtant, il y a d'autres livres. Donc, en tant qu'afro-descendant, je me pose souvent des questions sur quand je rentre en librairie, pourquoi il y a tel signe qu'on accueille, il n'y a pas tel autre signe qu'on accueille. Et c'est ça qu'on fait à Mémoire d'Encrier quand on essaie de publier. Des fois, c'est très dur Là, on est en train de publier Cluster et Souvankam Tabac. Oui, c'était ce nom. On a dit, comment prononcer ça? Souvankam. Donc, et qui a publié un livre que je pense qui est fondamental. Et puis, à Mémoire d'Encrier, chaque fois qu'on publie un livre, on a l'impression que c'est le meilleur livre. Mais est-ce que je pense qu'il y a quand même, dans votre catalogue, il y a 3 livres qui me semblent. Le mot pédagogique n'est peut-être pas le bon, mais il y a 3 livres de nécessité de dialogue avec l'autre. Livre La différence, Les racistes n'ont jamais vu la mer, et ce dernier, le contrat racial. Pour vous aussi, il y a la littérature, mais il y a cette volonté de pédagogie, c'est-à-dire d'entrer en dialogue en essayant de se comprendre l'un l'autre, qui va au-delà de la littérature, me semble-t-il. Oui, tout à fait. En fait, on est conscient, et c'est toujours un peu un enjeu pour Mémoire d'Encrier, un bel enjeu, mais qui parfois est un risque. On est conscient que quand on publie un livre, que ce soit d'un écrivain autochtone ou que ce soit d'un écrivain africain, ou que ce n'est pas simplement un roman,
qu'il y a un roman, il y a un essai, il y a une vision du monde, mais il y a aussi une invitation de dialogue et il y a en fait quasiment un chemin d'apprentissage. Justement, hier, quand on travaillait sur Titi Dangaremba, j'avais fait une première proposition de C4 et j'avais écrit que Tombedzai, le personnage principal, vit à Harare. Après ça, je me suis dit, est-ce que la personne moyenne sait Harare, c'est où? Et là, je me dis, vit à Harare, au Zimbabwe. Tu vois, on est toujours conscient de ça, mais on essaye aussi de ne pas être dans une posture de justement pédagogique qui peut être condescendante ou quoi que ce soit, parce que nous-mêmes, on a un apprentissage à faire et l'idée, c'est de créer des zones de dialogue. Et je pense que les livres ont ce don-là de créer comme une espèce de troisième lieu qui à la fois permet la rencontre tout en évitant la confrontation. Parce qu'on est deux à avoir lu le livre, donc on discute du livre, on a déjà une chose en commun, on a lu le livre et on discute du livre. Et donc, même un livre comme Le contrat racial qui va secouer, ça secoue d'ailleurs l'article, c'est dans la presse ou Le Devoir, c'est dans Le Devoir, qui dit ce n'est pas un livre, c'est une grenade. Effectivement, c'est une grenade. Mais une grenade littéraire, c'est extraordinaire, je pense. Parce que, tu sais, et là, je vais faire un geste que ma fille fait tout le temps, puis qui me dit, je ne le fais pas bien, ça fait... C'est-à-dire que, waouh, ça m'a explosé la tête, là, j'ai comme, waouh. Et je pense que, pour moi, c'est ça qui fait un bon livre. Ça reste avec toi. Parfois, on lit un texte et je rêve du texte, je rêve des personnages, et puis il me hante. Et après ça, je repose des questions et je pense qu'on avance beaucoup plus, franchement, en proposant ces livres-là qu'en faisant une espèce de politique, que ce soit une politique de gestion de l'immigration, une politique de laïcité ou je ne sais pas quoi. Tu sais. Je pense qu'on a avec les livres quelque chose d'extraordinaire parce qu'à la fois, on est dans un dialogue, dans un apprentissage, mais on est aussi dans des expériences humaines universelles. Et c'est ça qui fait que nos livres, je sais que nos livres peuvent rejoindre n'importe quel public, peu importe où ils sont. Et c'est pourquoi aussi la traduction est très importante dans le catalogue de Mémoire d'Encrier, parce que en fait, Mémoire d'Encrier traduit le monde et dans le sens littéral, de langue à une autre, mais aussi dans un sens symbolique, je pense. Et je nous vois beaucoup comme des traducteurs à l'équipe de Mémoire d'Encrier et le catalogue de Mémoire d'Encrier. J'aimerais reprendre les titres que Gilda a souligné. Vive la diversité, les racistes n'ont jamais vu la mer et le contrat racial. Effectivement, Gilda, il y a une posture pédagogique. On ne peut pas le nier en disant vive la diversité, parce que souvent ce qu'on apprend dans notre relation avec les autres, c'est que souvent les autres nous disent on va changer le nom. Si on a quelque chose qui s'appelle l'espace de la diversité, on n'aime pas tel mot, on n'aime pas le mot racisé, on n'aime pas, on se fait toujours, on dit, les gens nous appellent toujours pour nous dire on n'aime pas tel mot, on n'aime pas, ou bien les gens, je l'ai dit dans Les racistes n'ont jamais vu la mer, les gens m'appellent pour me dire est-ce que je peux dire le mot nègre? Je trouve déplacé qu'on m'appelle pour me demander est-ce qu'on peut dire un mot. Je n'ai pas fait de dictionnaire, je ne m'appelle pas Robert, je ne m'appelle pas Larousse, je ne m'appelle pas Littré. Donc, c'est des questions à poser à ces gens-là. Donc, mais il faut qu'on fasse attention dans cette posture pédagogique pour que ça ne soit pas condescendant. Parce qu'on ne veut pas être celui qui sait, ni celle qui sait. On veut dialoguer, puisque la vraie posture, c'est celle de l'écoute. Parce qu'on est venu ici, peut-être en disant vraiment merci aux libraires, parce que quand on fait un livre en fait autochtone, des gens qui sont dans des situations de non-droit, dans des réserves, ce sont des réserves.
quand on fait des livres qui sont d'auteurs africains, comme Kizerbo, on ne peut même pas prononcer ces noms-là. Et les libraires accueillent ces livres chez eux, chez elles. Les libraires essaient de les lire. Les libraires essaient d'entrer en dialogue avec des auteurs dont ils ne peuvent même pas prononcer les noms. Ils doivent aller devant le miroir pour dire « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est un dialogue qui est comment, et j'aime beaucoup le mot de Senghor qui parle du donner et du recevoir. Les gens accueillent, on reçoit beaucoup des gens qui accueillent. Par le fait même d'accueillir, ce don d'accueil de ces livres-là, parce que ce serait tellement facile de faire des livres qui soient pour nous des best-sellers. Les livres qu'on fait, quand on fait Baldwin, on réintroduit la conversation sur Baldwin. On pensait que la conversation était épuisée, on réintroduit. Et je vous donne un scoop, c'est que samedi, je suis à Outaouais en train de jouer Baldwin, un spectacle. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes dans le coin passé, au Salon du Livre de l'Outaouais, vous allez me voir, je remplace un comédien. C'est-à-dire, en plus de faire les livres, on s'engage derrière les livres. On ne les fait pas, on s'engage parce qu'on y croit. Et c'est à force d'y croire, les gens disent, ah si, les gens de mémoire de créer quoi comme ça, dans cette intelligence-là, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Et véritablement, quand on lit et Baldwin, Steinman et moi, on sent qu'il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire la vérité. La vérité, c'est que dans les années 50-60, on était beaucoup plus avancé sur le dialogue interracial. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a raison, tout le monde a tort. Soit on a raison, soit on a tort. Donc, ça bloque. Le débat est tellement polarisé que ça bloque sur les questions identitaires. Alors que là, il y avait beaucoup plus de vases communicants. On pouvait se parler, Baldwin pouvait se parler aux autres. C'est-à-dire, Baldwin pouvait s'asseoir en tant que petit-fils d'esclave, il pouvait s'asseoir avec Steinman en tant que fils de propriétaire d'esclaves, en tant que grand bourgeois, ils pouvaient se parler, sans dire que j'ai raison parce que je suis blanc ou j'ai raison parce que je suis noir. Et je pense que quand je parle d'apaisement, c'est peut-être ça le travail de Mémoire d'un crié, de mettre en coprésence les identités, les imaginaires et puis les convictions et que essayer que ça s'écoute. Au lieu de dire que j'ai raison parce que je suis blanc, j'ai raison parce que je suis homo, j'ai raison parce que je suis telle chose, j'ai raison parce que... Non. Donc, on va essayer de laisser monter un sens du monde en nous. Et c'est ça qui est... Et c'est ce dont j'ai peur dans la posture pédagogique. Et même quand on publie La pensée blanche de Lilian Thuram, on est en train de ramener l'histoire. Parce que tout le monde dit Victor Hugo a dit. Mais on dit ce que Victor Hugo a dit qu'on ne vous a jamais dit. Donc, Victor Hugo a dit aussi que les Noirs sont inférieurs, la meilleure classe, etc. Au monde, c'est les Blancs. Le travail de l'Europe, c'est de civiliser l'Afrique. Oui, le travail, c'est les Lumières. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est aussi Victor Hugo. Et l'ami des Noirs, c'est ça qu'il nous dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est pour montrer que ce n'est pas pour répondre aux politiciens, mais pour montrer que le racisme a été créé par un système. Donc, on ne peut pas penser le racisme sans toucher au système qui a créé. Ce n'est pas une question d'individu. Ce n'est pas Olivier, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Denise, ce n'est pas Gilda, ce n'est pas Yara. Le racisme, c'est la société qui l'a construit. C'est une construction sociale. Donc, on ne peut pas sortir de la construction. Pas mal pour un Haïtien. J'avais peut-être envie de, peut-être, puisqu'on parle de certains titres, peut-être parler de 2 ou 3 titres que justement Gilda a nommé 3, qu'elle considère fondamentaux. Peut-être parler aussi de, moi par exemple, un autre titre qui me vient en tête, c'est
en antenne Capèche, je suis une maudite sauvagesse, et Noir sous surveillance de Robin Maynard. Et c'est ça que je disais à Rodney, mais c'est extraordinaire parce que Robin Maynard est en dialogue avec Liane Betasamosake Simpson, qu'on publie aussi, tu vois, et Liane Betasamosake Simpson qui est en dialogue avec Lee Miracle, qu'on publie aussi. Et José Mayo est en dialogue avec Anantane Capèche, qu'on publie aussi. Et cette espèce de... il y a quelque chose, il y a une synergie, je pense, dans le catalogue de Mémoire d'Encrier qui fait que, effectivement, c'est qu'est-ce que tu disais ce matin, qu'il y en a une libraire qui te disait en France qu'on a l'impression, tout en lisant des livres différents, d'avoir, il y a quelque chose comme un fondement, comme s'il y a une parole fondamentale qui est toujours la même, comme une espèce de bourdon au tambour, c'est pas qu'il aime des tambours, un petit tambour qui bat au fond de Mémoire d'Encrier et qui est toujours le même, et qui est cette question de l'altérité, comment créer l'altérité, et comment créer la relation à l'autre. Et je pense que là, par exemple, avec la nouvelle collection Voces, où on est en train d'introduire des écrivains hispanophones et lusophones en français. D'ailleurs, il y a une délégation d'éditeurs hispanophones qui vont être au Salon du livre de l'Outaouais. Et ils vont visiter qui? Ils vont visiter nos bureaux à Mémoire d'Encrier. Vous voyez? Parce qu'on leur dit, ah, mais on a publié Brenda Navarro. Oh, on a publié Carlos Manuel Alvarez. Oh, on va publier Jefferson Tenorio. Oh, on va publier, là je vous donne des previews. Donc, on va publier Londonion, une jeune écrivaine colombienne. Et les gens sont étonnés. Et je pense que l'idée, c'est cette idée de fournir des livres qui est toujours en train de renouveler la conversation, par exemple sur le féminisme. L'idée, par exemple, quand Brenda Navarro parle de maternité, mais je pense que c'est une question que les féministes québécois se posent depuis très longtemps. Et voilà qu'on a une jeune femme trentenaire qui, depuis le Mexique, écrit justement tous les enjeux de la maternité. En plus, en la croisant avec la question de la pauvreté et la question de la violence domestique contre les femmes. Et je me dis, mais Brenda Navarro a sa place au cœur même de la littérature québécoise. Et quand j'entends quelqu'un comme Élise Turcotte qui dit « Oh, j'ai adoré ce livre !» de Brenda Navarro, Maison vide, je me dis « Ah, voilà, il y a une conversation qui se passe. » Donc, je pense que s'il faut poser la question, pour moi, tous les livres de Mémoire d'Encrier sont fondamentaux, mais je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est cette idée justement de ces voix qui battent toujours le même tambour, en disant on est là pour être ensemble, il faut qu'on se parle au-delà de nos différences. Et le monde existe en 7000 langues, pas en une, pas en deux, même pas en trois, en 7000 langues. Et je pense qu'au Québec, et moi c'est toujours ça que j'ai cru, on est vraiment bien placé, mais vraiment bien placé pour pouvoir être le lieu qui traduit ce monde-là et qui l'amène à des lectures. On n'a pas besoin d'attendre les métropoles, les anciennes métropoles coloniales, que ce soit l'Angleterre ou que ce soit la France. On peut être ici et on peut créer un dialogue. Je pense à Dali Giroux, dont le livre va sortir bientôt, Une civilisation de feu. Oui, les amis, notez. Qui, elle, est en train de poser la question écologique, tout en reliant ça à la question décoloniale. Elle a parlé d'Amérique, elle a parlé du joual québécois. Ensuite, elle a parlé de l'imaginaire national québécois, tu vois. Et aujourd'hui, elle regarde, mais le prochain enjeu, c'est vraiment, mais c'est pas le prochain, c'est l'enjeu maintenant, c'est l'enjeu écologique. Qu'est-ce que c'est de faire partie d'une civilisation qui est complètement dépendante de la gasoline? Donc, et elle relie ça à une pensée critique sur la société québécoise, le rapport au vivant, le rapport à la société. Donc, je pense que
quand Rodney dit il faut faire attention parce qu'il y a des choses étranges qui arrivent parfois quand on publie des livres, il y a des présidents qui meurent, il y a des choses comme ça, mais c'est parce qu'on est toujours en train de se frotter à la fois contre l'histoire, mais l'histoire au présent qui n'est toujours pas résolue. Nos livres racontent toujours des histoires qui ne sont pas en fait résolues, des histoires qu'on n'a pas encore apaisées. Et c'est pourquoi on est toujours dans une espèce de... parfois, nous-mêmes, on est étonnés par l'actualité de nos livres. On publie le livre, on n'a aucune idée, on pense qu'on est complètement à côté de la plaque, puis on est comme, comment on va faire, comment on va convaincre les libéraux, les libraires, les libraires que ce livre est important et contemporain, et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, un séisme en Syrie, ou bien quelque chose qui se passe à Cuba, et puis là, on se rend compte qu'on était en train de travailler sur le livre qui répond à ça. Et c'est parce qu'on est toujours dans un frottement avec l'histoire. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être la marque de Mémoire d'Encrier. Ne trahirons pas le tambour. Ne trahirons pas le tambour, c'est pas mal ça. Mais on va finir par « Nous ne trahirons pas le tambour ni le poème ». Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment un grand merci. Quand je suis arrivé ici, j'avais étudié à l'Université Laval et que ma grand-mère vivait ici depuis Contita depuis plus de 50 ans et est décédée à 104 ans il y a un mois ici. Donc, quand je suis arrivé ici, je me percevais comme étranger et grâce au livre, et comme quand j'écris et quand j'édite ici, de plus en plus, je me sens québécois. Faites attention à vous, il y a un nouveau citoyen dans la ville. Merci à vous. Merci.